Vous pensiez que Tony Jaa était invincible. L'homme qui sautait du haut d'un éléphant en mouvement, qui grimpait des murs comme un félin, qui brisait des os avec ses genoux et ses coudes sans jamais utiliser de câbles ou d'effets spéciaux. Celui qui, en 2003, avec ONG BAC, a fait exploser les écrans et redéfini ce que le corps humain pouvait accomplir au cinéma. Sans doublure. Sans trucage. Juste lui, défiant la gravité, la douleur, la logique. Le monde entier l'a acclamé. On l'a comparé à Bruce Lee, à Jackie Chan, on a dit qu'il était le futur du cinéma d'action. Le sauveur du genre. Mais au sommet de sa gloire, alors que Hollywood l'appelait, que les contrats pleuvaient, que les fans hurlaient son nom, il a tout plaqué. Du jour au lendemain. Il a disparu. Volatilisé. L'homme qui semblait indestructible s'est effacé. Il a rasé sa tête, enfilé une robe safran, et s'est réfugié dans un monastère bouddhiste. Le monde a été choqué. Trahi. Déçu. Pourquoi? Comment un homme qui avait tout pour devenir la plus grande star d'arts martiaux de l'histoire a-t-il pu tout abandonner? La réponse est bien plus sombre, bien plus humaine que ce que vous imaginez. Avant de plonger dans cette histoire qui va vous faire voir Tony Jaa d'un œil nouveau, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre n'est pas l'histoire d'un triomphe. C'est l'histoire d'une chute. Tony Jaa n'est pas né avec une cuillère en argent. Il s'appelle en réalité Panon Yerom, né en 1976 dans la province de Surin, au nord-est de la Thaïlande. Une région rurale, pauvre, où ses parents cultivaient le riz et élevaient des éléphants. L'enfance de Tony, c'est la boue des rizières, le soleil brûlant, les journées interminables à travailler la terre. Mais dès tout petit, il est fasciné par les arts martiaux. Lors des fêtes de village, on projette des films de Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li sur des écrans de fortune. Tony reste scotché. Il imite les mouvements. Il saute. Il frappe l'air. Il rêve. À 10 ans, il commence le Muay Thai dans un temple local. Pas de salle climatisée. Pas de coach personnel. Juste des maîtres traditionnels, des sacs de sable et une discipline de fer. Tony s'entraîne des heures. Il développe une endurance surhumaine. Il apprend le Muay Boran, l'ancienne forme du Muay Thai, avec ses techniques létales interdites en compétition. Il participe à des combats locaux. Il gagne le respect de sa communauté. Mais Tony ne veut pas devenir boxeur professionnel. Il veut faire du cinéma. Comme ses idoles. Il veut que le monde voie ce que le Muay Thai peut faire sur grand écran. À 15 ans, il rencontre Panari Tikre, un coordinateur de cascade légendaire en Thaïlande. Pana voit immédiatement le potentiel. Il prend Tony sous son aile. Pendant 14 ans, Tony devient cascadeur. Il double des acteurs. Il saute d'immeubles. Il tombe de moto. Il se casse des os. Il se relève. Il apprend tout, taekwondo, judo, aïkido, escrime, acrobatie. Il devient une machine. Pana et Tony forment une équipe. Ils rêvent de faire un film qui montrerait le vrai Muay Thai au monde. Sans câble. Sans effet. Juste du réel. En 2003, ce rêve devient réalité. ONG BAC sort. Et c'est l'explosion. Le film est brutal. Viscéral. Tony y fait des choses qu'on n'avait jamais vues. Il grimpe sur le dos d'hommes en mouvement. Il saute à travers des anneaux de fil barbelés. Il donne des coups de genoux qui semblent briser l'écran. Et tout est vrai. Pas de CGI. Pas de câble. Le monde entier est scotché. ONG BAC devient un phénomène mondial. Tony devient une star du jour au lendemain. On le compare à Bruce Lee. On dit qu'il est le nouveau roi des arts martiaux au cinéma. En 2005, Tom Yum-Goong sort. Encore plus impressionnant. La scène de l'escalier, 4 minutes de combat en plan séquence. Tony monte un escalier en cassant tout sur son passage. Sans coupe. Sans trucage. La scène devient légendaire. Hollywood appelle. Jackie Chan veut travailler avec lui. On parle de Rush Hour 3. Tony est au sommet. Mais derrière la gloire, quelque chose se fissure. Tony est sous contrat avec Saamongkol Film, le studio thaïlandais qui a produit ses films. Un contrat draconien. Le studio contrôle tout. Ses rôles. Son emploi du temps. Son argent. Tony gagne des millions pour le studio, mais lui touche des miettes. Il veut plus de liberté. Il veut réaliser. Il veut choisir ses projets. Mais le studio refuse. En 2008, pendant le tournage d'ONG BAC 2, qu'il réalise lui-même, la pression devient insoutenable.
Il doit jouer, réaliser, coordonner les cascades. Il dort à peine. Il est épuisé. Il craque. Un jour, il disparaît. Personne ne sait où il est. Les rumeurs explosent. Dépression, crise mystique, fugue. En réalité, Tony se réfugie dans un monastère bouddhiste. Il rase sa tête. Il devient moine. Il médite. Il cherche la paix. Le monde est choqué. Comment la nouvelle star d'action peut-elle tout abandonner? En Thaïlande, devenir moine temporairement est courant. Une façon de se purifier, de rendre hommage à ses parents, de trouver la sérénité. Mais pour Tony, c'est plus que ça. C'est une fuite. Une respiration. Un moyen d'échapper à la machine qui le broie. Il reste moine plusieurs mois. Le studio panique. ONG Bac 2 est inachevé. Les millions sont en jeu. Tony finit par revenir. Il termine le film. Mais quelque chose a changé. L'élan est cassé. Il gagne sa liberté du studio en 2013, après une bataille juridique acharnée. Samon Cole demande 50 millions de dollars pour le libérer. Tony gagne. Mais il a perdu des années précieuses. Il tente Hollywood. Fast et Furious 7. X20, Return of Xander Cage. Skin Trade. Triple Threat. Il travaille avec Vin Diesel, Donnie Yen, Scott Adkins. Mais ce n'est pas la même chose. À Hollywood, on ne lui donne pas de rôles principaux. On ne lui laisse pas chorégraphier comme il veut. On utilise des câbles, des effets. Tony est réduit à des seconds rôles. Des combats courts. Des lignes de dialogue en anglais qu'il maîtrise mal. Les fans sont déçus. Ce n'est pas le Tony d'ONG Bac. Ce n'est pas le feu pur. Tony continue. Il sort ONG Bac 3, Tom Yum Goong 2. Mais les films ne retrouvent pas la magie des premiers. Le public a changé. Le genre a évolué. Les super-héros dominent. Les arts martiaux purs sont moins à la mode. Aujourd'hui, Tony a 48 ans. Il continue de tourner. Des films en Thaïlande, en Chine, parfois à Hollywood. Mais il n'est plus la superstar qu'il aurait dû être. Il a trouvé une forme de paix. Il est resté proche du bouddhisme. Il entraîne des jeunes. Il parle peu de son passé. Il sourit. Il semble serein. Mais les fans se posent toujours la question. Et si le studio ne l'avait pas enchaîné? Et s'il n'avait pas disparu? Et si Hollywood l'avait compris? Aurait-il été le nouveau Bruce Lee? Le roi incontesté du cinéma d'action? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que Tony Jaa a marqué l'histoire. Ses cascades restent inégalées. Son style a inspiré une génération. Il a prouvé que le corps humain pouvait faire des choses qu'on croyait impossibles. Il n'a pas conquis Hollywood comme il l'aurait mérité. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Mais il a eu une vie. Une vraie. Avec des choix. Des doutes. Des retraites. Des retours. Il n'est pas une légende figée dans le temps. Il est un homme qui a choisi la paix plutôt que la gloire éternelle. Et peut-être que c'est ça, la vraie victoire. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Tony Jaa aujourd'hui. Est-ce qu'il méritait mieux? Est-ce que son retour monastique était la bonne décision? Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche, parce que la prochaine fois, je vous raconte l'histoire d'une autre légende des arts martiaux qui a tout perdu, pour tout retrouver.